Et nous voilà en 2025, je vous souhaite une très bonne année, une bonne santé et surtout beaucoup de croissance parce que vous êtes sur un podcast qui est dédié à l'acquisition, à l'e-commerce et plus globalement on va dire à la croissance en ligne. Et donc je suis très content de vous recevoir pour ce nouvel épisode en ce 5 janvier, normalement c'est plus ou moins vers cette date-là qui va sortir vers le 5 ou 6 janvier. Et comme vous savez peut-être si vous suivez le podcast, chaque année je fais un bilan sur les changements majeurs qui ont eu lieu sur la plateforme Meta Ads l'année précédente. Donc dans ce cas-ci je vais faire une rétrospective de 2024 et je vais tenter tant bien que mal de vous donner des tendances et des bonnes pratiques pour la nouvelle année en me basant le plus possible sur des choses qu'on a pu observer sur notre compte l'année dernière et des choses qu'on a aussi appris à force de dépenser de l'argent sur Meta parce que mine de rien, on a dépensé 6 millions d'euros l'année dernière sur Meta. Donc de la data, on en a, des tests, on en a fait mais énormément et des campagnes, évidemment, on en a beaucoup lancé. Donc on a beaucoup de choses qu'on peut raconter par rapport à ce qu'on fait sur les comptes de nos clients. Donc je me ferai un plaisir de vous donner toutes ces conclusions qu'on a faites et ce qu'on retire comme apprentissage pour 2025 afin de ne pas uniquement être dans une logique de regarder ce qui s'est passé sur la plateforme et puis après pas forcément avoir d'enseignements à vous donner. Là l'idée c'est de vous donner à la fois les changements qui ont eu sur la plateforme, donc des changements qui ont été lancés par Meta et ce que moi j'en pense et comme je vous le disais, les apprentissages qu'on a pu faire à force de gérer du budget sur Meta pour nos clients. Et je vais commencer cet épisode par les changements majeurs qu'on a observés sur la plateforme en 2024. Et je vous propose vraiment de bonnes rétrospectives de tout ce qui a pu se passer à la fois sur la plateforme, au niveau créatif, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau également des campagnes Advantage Plus, des campagnes de vente manuelle. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Et je vais commencer justement par les campagnes Advantage Plus Shopping, vous les connaissez très sûrement, elles ont été introduites il y a maintenant 2 bonnes années et ça reste aujourd'hui les campagnes qu'on utilise le plus sur nos comptes alors qu'elles sont finalement assez nouvelles et il semble que chaque année, régulièrement, Meta veut améliorer ses campagnes et les rendre plus puissantes. Donc je me rappelle encore au départ quand ils ont été lancés, on pouvait simplement faire une campagne optimisée à l'achat, on avait très peu de contrôle sur les placements, sur le type d'audience qu'on allait toucher, je pense qu'on avait juste du contrôle sur les pays et sur l'âge. Et là, finalement, on a un peu plus de choses qu'on peut faire avec ces campagnes-là. Donc, tout d'abord, on peut maintenant optimiser pour de nouveaux événements autres que l'achat. Ce n'était pas le cas en 2023. Donc, maintenant, on peut faire, par exemple, des campagnes Advantage Plus Shopping pour un événement prospect ou un événement ajout au panier ou paiement initié. Si jamais vous n'avez pas assez de données pour de l'achat. Moi, en toute franchise, ce qu'on fait pour nos clients, c'est de l'achat. On fait également des campagnes Advantage Plus pour du lead, pour des prospects. Alors également sur les campagnes Advantage Plus Shopping, on a les Special Ads catégories, donc les catégories spéciales qui débarquent. Donc finalement, on peut également faire des campagnes Advantage Plus Shopping si on est dans des secteurs comme le financement, les services d'assurance ou encore l'immobilier. Ensuite, ce que Meta a fait, ça c'est comme une belle annonce, c'est qu'ils ont lancé les audiences engagées. Donc si vous connaissez bien un peu le jargon, on a dans les campagnes Advantage Plus Shopping 3 types d'audience. On a les nouvelles audiences, donc les personnes qui n'ont jamais été exposées à votre marque, qui ne vous connaissent pas, qui n'ont jamais rien acheté sur votre site. On a les personnes qui sont clients, donc qui ont déjà acheté un produit et qui sont dans une audience recensée par votre pixel, donc des personnes qui ont acheté sur le site et que le pixel a pu enregistrer ou qui proviennent d'un fichier client. Ça, c'est les deux, c'est un peu vous qui décidez si vous mettez une audience parmi les deux ou les deux en même temps. Et ensuite, ils ont rajouté les audiences engagées pour qu'on puisse identifier si les personnes qui ont acheté sont des personnes qui ont par exemple visité notre site ou qui ont ajouté un produit au panier. Alors qu'auparavant, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'était de mettre les audiences de visiteurs ou d'ajouts au panier en clientèle existante et ensuite on mettait un budget à dépenser au maximum sur cette audience-là. Par exemple, vous pouvez se dire, OK, je lance une campagne Advantage Plus Shopping, je mets 100 € par jour. Par contre, je ne suis pas prêt à dépenser plus de 10% de mon budget sur ma clientèle existante parce que je veux faire majoritairement de l'acquisition. D'accord ? Et là, maintenant, on a 3 types d'audience. Comme je vous le disais, on a la nouvelle audience, on a la clientèle existante et on a l'audience engagée. Sauf que aujourd'hui, donc encore en 2025, on ne peut uniquement définir une limite de dépenses sur la clientèle existante. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas forcément forcer Facebook à dépenser un certain montant maximum sur l'audience engagée. Par contre, vous pouvez regarder a posteriori, donc quand la campagne a été lancée et qu'elle a été diffusée, combien de ventes viennent de la nouvelle audience, combien viennent de l'audience engagée et combien viennent de la clientèle existante. Ce que vous allez généralement voir, c'est qu'en fonction du compte que vous avez, en tout cas en fonction de votre business, vous allez avoir plus ou moins de ventes sur l'audience engagée ou clientèle existante. Si vous êtes un business qui a beaucoup de clients et beaucoup de visiteurs sur son site, vous allez voir pas mal de ventes qui vont être attribuées, en tout cas en proportion, sur l'audience engagée et sur l'audience clientèle existante, et ça va faire baisser le CPA global de la campagne. Donc il faut quand même être attentif à ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est faites attention à bien analyser ces reportings et voir si vous avez beaucoup
une grande partie de vos achats qui sont en audience engagée ou de clientèle existante. Si jamais c'est le cas, moi je vous conseille de mettre une limite très forte sur la clientèle existante et éventuellement, si vraiment vous avez trop de ventes qui sont dans les audiences engagées et que ce n'est pas ce que vous voulez, vous mettez par exemple vos visiteurs dans la clientèle existante. Voilà, ça c'était pour faire un petit point sur l'audience engagée. C'est quand même, pour moi, c'est un truc que j'aime beaucoup regarder. Alors ensuite, ce qui est également arrivé sur les campagnes Advantage Plus Shopping, c'est qu'on peut maintenant dire à Meta, au niveau du compte, qu'on a une limite d'âge. Donc par exemple, on peut dire, voilà, moi je ne fais pas de publicité en dessous de 25 ans ou en dessous de 18 ans. Donc ça, on peut le dire à Meta. Et donc les campagnes Advantage Plus Shopping ne diffuseront pas en dessous de cette tranche d'âge. On peut également donner des limites au niveau des lieux. Par exemple, dire, tiens, moi je ne livre pas en Picardie, par exemple, j'invente. Eh bien, on peut dire que vous excluez la Picardie. On peut également mettre des limites au niveau des placements. Par exemple, dire, voilà, moi je veux pas le placement marketplace. Vous le dites à Meta et il sera alors exclu de vos campagnes Advantage Plus Shopping. Et enfin, j'ai vu en fin d'année que les catalogues ads sont arrivés sur Advantage Plus Shopping. C'est-à-dire que quand vous lancez votre campagne, au niveau du paramétrage, vous pouvez cocher une option qui s'appelle publicité de catalogue Advantage Plus. Et en fait, de là, vous allez pouvoir sélectionner votre catalogue et un ensemble de produits. Là, vous pouvez par exemple choisir une série de produits que vous souhaitez mettre en avant. Et ensuite, vos publicités vont utiliser les produits du catalogue et les mettre en avant. Donc ça, c'était pour l'Advantage Plus Shopping. Pour les campagnes de vente manuelle, il n'y a pas forcément eu beaucoup de nouveautés. On a les segments d'audience. Donc ça, j'en avais déjà parlé. On a le fait de pouvoir voir au niveau d'une campagne de vente manuelle, quand on l'a lancée, si on a des ventes sur la nouvelle audience, sur de l'audience engagée, ou l'audience impliquée, pardon, c'est vrai que je ne trouvais pas le mot, mais en fait c'est l'audience impliquée, ou l'audience de clientèle existante. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à Advantage Plus Shopping. Quand je parlais d'audience engagée, je parlais en fait d'audience impliquée. C'était le terme que je trouvais plus, mais c'est bien ce terme-là que Meta utilise dans son ad manager, et je pense qu'en anglais ça doit être engaged audience. Deuxième point par rapport à la campagne de vente manuelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez planifier une publicité. Ce n'était pas le cas avant. Jusqu'à l'année dernière, on pouvait uniquement planifier la diffusion d'un ensemble de pubs. Donc par exemple dire, OK, cet ensemble de pubs, je veux qu'il soit diffusé à partir du 3 janvier. Aujourd'hui, on peut dire également, je veux que cette publicité soit diffusée à partir du 5 janvier, par exemple. Ça, c'est un truc qui est arrivé dans l'Ad Manager et que je trouve intéressant à partager. Maintenant, je termine par les changements qui vont vraiment affecter tout votre compte et pas seulement Advantage Plus Shopping ou les campagnes de vente manuelle. On a le score d'opportunité. Donc, c'est une option qui ne semble pas être présente sur tous les comptes qu'on gère à l'agence, mais j'en vois comme quelques-uns qui ont ce score d'opportunité qui me fait penser un peu à ce que Google nous donne avec leur... j'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose d'assez similaire. En fait, sur le score d'opportunité, Facebook donne une note à votre compte et va vous donner en fait des points qui vous permettent d'améliorer les campagnes. Donc là, j'aurais par exemple que le compte de Flotte, on a un score d'opportunité à 94 points, donc ça veut dire qu'on respecte plutôt bien leurs recommandations. Par contre, je vois quand même des conseils qu'ils nous donnent. Donc je vois par exemple un premier conseil, combiner deux ensembles de pubs similaires qui sont affectés par la fragmentation. Donc à mon avis, c'est des audiences qui se chevauchent et qu'on pourrait regrouper d'après Meta et qui pourraient permettre d'améliorer les résultats. Donc d'après eux, on pourrait avoir jusqu'à 27% de ventes en plus. Il nous propose également d'ajouter automatiquement de la musique à 2 publicités éligibles. Voilà, c'est des recommandations comme celle-ci. À vous de voir si vous le souhaitez les suivre, mais si vous les suivez, vous augmentez en fait votre score d'opportunité. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est présent sur quelques comptes. Peut-être que ça va le rester, peut-être pas. En tout cas, actuellement, ça l'est encore sur certains des comptes que je peux analyser. Aussi, ce que Meta a rajouté au milieu de l'année dernière, c'est les vues actives à un jour dans les paramètres d'attribution. Donc les paramètres d'attribution jusqu'ici, on avait du 7 jours clic, 1 jour vu. On a également du 28 jours clic en option. Et Meta a rajouté une option qui permet en fait de pouvoir mesurer les ventes qui vont avoir lieu quand quelqu'un a visionné au moins 10 secondes une vidéo ou qu'elle a visionné 97% de sa durée totale si elle est inférieure à 10 secondes. Et en fait, ça permet de savoir si, tiens, est-ce que les personnes qui ont visionné vos vidéos, au moins 10 secondes, comme on l'a vu, est-ce qu'elles finissent par acheter un jour plus tard ? Ça, c'est une option qui permet d'améliorer encore l'attribution, en tout cas de permettre à Meta de s'attribuer plus de ventes, mais qui vous permet aussi de voir, tiens, finalement, est-ce que les gens qui voient mes vidéos finissent par acheter derrière un jour plus tard ? C'est toujours intéressant de le savoir. Et c'est une option que Meta vous donne aujourd'hui au niveau de votre compte et que vous pouvez activer au niveau de l'ensemble de pubs quand vous paramétrez votre campagne. On passe maintenant à la partie intelligence artificielle. Donc, vous savez que les mastodontes comme Meta, Google, Apple misent énormément sur l'intelligence artificielle. On sait que les produits publicitaires de Meta et Google sont dopés
à intelligence artificielle, notamment les fameuses campagnes Advantage Plus Shopping ou encore Performance Max pour Google. Mais au niveau créatif, il faut dire aussi que les deux mastodontes font du bon travail, puisque l'année dernière, en tout cas, Meta a tenu ses promesses et ce qu'ils avaient dit en 2023, ils l'ont finalement fait. Donc ils ont rajouté par exemple un générateur d'arrière-plan. Donc imaginez, vous donnez à Meta un produit sur un fond blanc, donc par exemple un sac à dos sur un fond blanc, il peut vous rajouter un arrière-plan pour rendre votre contenu simplement plus visuel, plus authentique, naturel, réel, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ça c'est une bonne nouvelle je trouve, c'est qu'il va pouvoir vous générer des arrière-plans et autant que vous voulez de ce que j'ai pu voir et comprendre. Il peut également étendre vos images et vos vidéos. C'était aussi une promesse qu'ils avaient faite en fin 2023. Imaginez par exemple que vous avez une vidéo au format horizontal, et bien Meta peut étendre votre vidéo au format vertical pour s'adapter à tous les placements. On a également une autre fonctionnalité qui est arrivée l'année dernière, c'est la fonctionnalité d'animer des images. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Meta est capable d'animer une image. Bon, évidemment, il ne peut pas vous faire des trucs qui sont incroyables, mais en tout cas, il peut animer le visuel et les éléments qui le constituent. Et quand on sait qu'aujourd'hui, si on veut capter l'attention, c'est toujours bien d'avoir des animations, notamment dans des GIFs ou des petites vidéos, ça peut être intéressant de le tester. Et enfin, ils ont une fonctionnalité de génération de texte à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pu spotter sur un de nos clients au début de l'année dernière. En gros, c'est très simple. Vous allez fournir à Meta un texte et il va vous fournir des variantes de votre texte, de vos hooks, tel un chat GPT entraîné à la dure, comme je le disais. Et je trouve que les résultats sont plutôt intéressants pour le client pour qui on l'a testé. Donc ça vaut quand même le coup, je pense, de donner à Meta votre texte principal et lui demander finalement d'autres variations avec l'intelligence artificielle. Et je trouve ça intéressant de le tester pour voir si vous avez des propositions qui sont intéressantes à la fin et qui vous permettent de gagner un peu de temps sur la partie rédaction. Okay, donc là, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des campagnes Advantage Plus Shopping, des campagnes de vente manuelle. J'ai failli oublier la partie créa. Donc, qu'est-ce qui est finalement a changé au niveau de la création publicitaire? Alors, premièrement, Dynamic Creative, qui était une option qui était au niveau de l'ensemble de publicité, donc qui est une option qui permettait de permettre à Meta d'utiliser plusieurs images, plusieurs vidéos, plusieurs textes et de faire des variantes lui-même. Eh bien, cette fonctionnalité a été remplacée par format flexible. Pour résumer, la fonctionnalité qui était au niveau de l'ensemble de pub, vous l'activez au niveau de la publicité et vous pouvez choisir d'avoir un format flexible et donc plus seulement d'avoir votre ensemble de publicité qui va uniquement utiliser des formats flexibles. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un ensemble de pubs qui va avoir une image, une vidéo et une troisième publicité avec un format flexible vous permettant d'ajouter des images, des vidéos et des textes et de laisser Meta en faire les variantes qu'il souhaite. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité en parcimonie quand vous connaissez déjà un peu la performance de ces visuels-là. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup pour nos clients. Ce qu'ils ont également rajouté chez Meta, c'est les offres et codes promo, donc qui vous permettent d'ajouter des offres et des codes promo et de le montrer plus visuellement. Honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup vu, on ne l'a pas beaucoup testé, donc je ne peux pas trop me prononcer sur l'efficacité de cette nouvelle fonctionnalité, mais en tout cas, elle est arrivée. Et un autre truc qu'on n'a pas beaucoup utilisé également, mais que je trouve intéressant, c'est les étiquettes d'information. Donc vous allez pouvoir rajouter à votre publicité des étiquettes d'information, un peu comme on a sur Google. Vous allez pouvoir dire, tiens, le nom d'évaluation que vous avez, la livraison gratuite. Vous allez pouvoir également parler de votre politique de retour ou de vos modes de paiement. Et après, Meta va utiliser simplement une sorte d'étiquette en dessous de votre titre pour dire, tiens, la livraison est gratuite au-delà d'un certain montant, les retours c'est sous 14 jours et le paiement peut se faire en 3 fois par exemple. Donc ça, c'est un truc que je trouve intéressant et qui peut valoir le coup d'être testé. Voilà, ça c'était vraiment les changements que Meta, donc le groupe, a déployés sur la plateforme l'année dernière. Il y en a peut-être d'autres, mais je vous ai donné les principaux. Maintenant, je voulais faire une deuxième section sur les changements qu'on a pu observer vraiment au niveau créatif sur la plateforme. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, Meta Ads, c'est essentiellement de la créa parce que les algorithmes sont très intelligents. Donc, les campagnes Advantage Plus Shopping, elles fonctionnent très bien quand on leur donne des bonnes créas. Et donc, il faut avoir une bonne stratégie créa. Et donc, je voulais vraiment revenir sur finalement qu'est-ce qui a changé au niveau créa l'année dernière. Est-ce que c'est toujours les mêmes bonnes pratiques ou est-ce que c'est finalement une autre façon de voir la créa sur Meta pour performer? Alors pour moi, déjà, le premier truc qui est vraiment le premier terme qui est très à la mode en ce moment, c'est la diversité créative. Donc ça, c'est quelque chose qui vient de chez Meta, qui en fait nous explique que si on veut être performant sur Meta, eh bien, il faut utiliser une grande variété de formats publicitaires, donc entre l'image, la vidéo, le GIF, la collection, etc. Une grande variété de messages et une grande variété de types de visuels pour améliorer l'efficacité de nos campagnes. Donc, quand je parle de type de visuel, c'est imaginez vous faites une créa statique. Comme vous le savez, une statique, ça peut être un format nous VSE, où vous allez vous comparer à la concurrence. Ça peut être un format
bénéfices, où vous allez montrer les bénéfices du produit. Ça peut être un format preuve sociale, où vous allez montrer de la preuve sociale, et j'en passe. Et c'est ça finalement pour tous les formats, que ce soit pour de la vidéo, du carrousel, de la collection, vous allez pouvoir avoir différents types de visuels pour chacun de ces formats. Aussi, vous allez pouvoir utiliser soit du contenu de marque, donc du contenu qui est directement réalisé par vous en tant que marque avec votre image de marque, ou soit du contenu UGC, donc qui va être fait par un humain, par un créateur ou par même le fondateur de la marque. Et donc, comme je vous le disais, le fait d'avoir cette variété créative permet d'améliorer vos performances et justement, d'après Meta, fournir à sa campagne Advantage Plus Shopping 20 créatifs peut baisser votre CPA incrémental de 29%. Ça, c'est une statistique qui vient de chez eux, mais c'est pour vous dire l'importance d'avoir une diversité créative importante et de ne pas hésiter finalement à avoir beaucoup de créa dans une campagne Advantage Plus Shopping, pour autant que vous avez le budget qui permet de justifier d'avoir beaucoup de créa active en même temps. Et quand on parle de diversité créative, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de diversité créative. Il y a, on va dire, le niveau débutant, c'est-à-dire que vous avez simplement les formats basiques, vous avez de l'image, du carrousel, éventuellement de la vidéo, vous avez éventuellement du whitelisting, mais vous avez une production, on va dire, un peu légère. Chaque mois, vous allez peut-être faire 5 à 10 contenus. Donc là, on va dire que vous êtes encore débutant. C'est-à-dire, vous faites du contenu, vous diversifiez le contenu, mais finalement, vous n'avez pas tant de variété que ça. Quand vous êtes au niveau intermédiaire, donc là, cette fois-ci, vous utilisez des formats plus avancés au sein des vidéos et des images. Donc par exemple, si je prends les images, vous commencez à faire des nous VSE, vous commencez à faire des problèmes-solutions, vous faites varier les hooks dans vos vidéos. Au niveau des messages, vous commencez à comprendre un peu les messages qui fonctionnent et du coup, vous faites varier vos messages au sein d'un même format, au sein d'un même type de visuel, et vous avez différents types de vidéos par message. C'est logique, finalement, vous allez raconter une histoire un peu différente. Et également, si vous faites de l'UGC, vous avez une variété de créateurs et des messages différents et des angles différents selon le créateur avec lequel vous allez travailler. Donc imaginez que vous vendez du collagène, vous travaillez avec différents types de créateurs, un créateur plus jeune, un créateur plus âgé. Le créateur plus jeune va finalement parler de problématiques qui vont concerner des personnes plus jeunes, donc notamment sur de la prévention, sur les blessures, ou également sur le fait de conserver une belle peau quand on est jeune, alors que quand on est plus âgé, ça va être justement de soulager une blessure ou une douleur articulaire et d'avoir un peu moins de rides, puisque à un certain âge, on finit par avoir des rides. Donc ça, c'est ce que je veux dire sur le fait d'avoir une variété de créateurs plus importante et des messages qui vont s'adapter selon le créateur qu'on utilise. Et enfin, on va voir la diversité créative avancée. Donc là, vraiment, vous êtes sur un très haut volume de tests. Vous collaborez avec beaucoup de créateurs dans différents types de démographie et vous intégrez cette fois-ci différents types de messages selon l'audience ciblée, selon le persona que vous ciblez. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on a seulement 2 ou 3 clients avec qui on a des techniques aussi avancées, puisqu'ils ont tellement de budget qu'on n'a pas le choix que d'avoir des messages bien précis par type de persona qui est visé. Je donne également quelques marques en fait, qui font assez bien ce travail-là de diversité créative. On va avoir 900Care, donc énormément de contenu FGC, UGC, ils ont un peu de statique. Je ne suis pas sûr qu'ils ont du motion, mais en tout cas, ils ont beaucoup de contenu. Dans les UGC et les FGC, ils vont faire varier les hooks, les messages. Dans une même vidéo, par exemple, ils vont faire varier l'ordre des séquences. Donc, c'est quand même assez avancé ce qu'ils font au niveau de la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Et si jamais leur stratégie créative vous intéresse, je sors un podcast à ce propos, normalement au courant du mois de janvier. Donc, vous abonnez directement à ce podcast ou sur notre chaîne YouTube, puisque j'ai invité le responsable de leur stratégie créative pour m'en parler. On a également NutriPure, qui est un des clients qu'on accompagne et qui a une très forte stratégie créative, puisque il y a tellement de produits et tellement de personnes différents qu'on est obligé finalement de faire varier les messages selon les personas et selon les produits. Et on a également Spring, qui justement sur le coup est presque sur un monoproduit, mais fait énormément varier ses messages et ses formats pour dépenser finalement beaucoup de budget sur la plateforme. Et je serais très content d'avoir justement à nouveau le fondateur de la marque sur le podcast, mais malheureusement il est plutôt secret sur sa stratégie, donc on verra peut-être plus tard. Et enfin, je termine sur un dernier point par rapport à la diversité créative. Faut-il faire plus de nouveaux contenus, donc quelque chose qui n'a jamais été testé auparavant, que ce soit un nouveau format ou un nouveau message, un nouvel angle, ou est-ce qu'il faut faire plus de contenu itératif décliné de formats déjà performants? Alors pour rien vous cacher, au début de l'année dernière, je parlais beaucoup du fait qu'il faut décliner un maximum, qu'il faut itérer un maximum et qu'il faut se baser le plus possible sur nos meilleurs formats parce qu'ils vont concentrer la majeure partie de la dépense. Aujourd'hui, je suis plus totalement en accord avec ça. Je pense qu'il est plus intéressant de faire plus de nouveaux contenus et faire moins de contenu itératif, mais le faire bien. Donc, continuez à faire des déclinaisons, décliner vos meilleurs messages, décliner vos meilleurs formats, itérer sur un format qui a un potentiel
que ce soit sur le hook, sur des éléments qui vont constituer votre image, donc les faire simplement bouger, les faire varier, changer l'arrière-plan, mais pas forcément changer le message en lui-même. Donc ça, continuez à le faire. Et je vous conseille quand même d'avoir une majorité de contenus qui vont être dédiés à de la nouveauté, donc quelque chose qui n'a jamais été testé avant, parce que finalement, on a pu observer chez des clients l'année dernière, à force de dépenser de l'argent, à force de dépenser de l'argent sur les mêmes formats et sur les mêmes messages, on finissait par perdre en efficacité et que parfois il fallait revenir dans la planche à dessin et réfléchir à des nouveaux concepts, des nouveaux messages pour peut-être des nouveaux personas qu'on n'a jamais pu adresser avec nos publicités, parce que malheureusement à la fin, l'algorithme peut tourner en rond et c'est ça qui fait qu'on est obligé d'avoir une diversité créative importante. D'accord? Donc ça, c'était le premier point sur pour moi, le plus gros changement créé l'année dernière, c'est le fait vraiment d'adopter cette diversité créative. Un deuxième gros changement qu'on n'a pas beaucoup observé et que finalement, là, Meta, ils sont un peu intervenus en disant « Hey les gars, il faut le faire », c'est les ugly ads. Ça, on l'a observé vraiment déjà dès 2023, c'est qu'on a observé que les créas qui sont pas très jolies, qui sont peu shadées, qui sont authentiques, elles vont surperformer par rapport à des super belles créas motion et statiques. Donc c'est ce qu'on appelle des ugly ads. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, Meta, ils ont carrément publié un article qui conseillait très simplement aux annonceurs de faire de l'ugly ad, donc c'est-à-dire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Et du coup, quand je parle de ugly ad, c'est un terme assez générique. Ça peut être par exemple une photo brute, qui est peut-être pas bien croppée, qui est peut-être pas bien ajustée. Ça peut être une créa qui va avoir pas ou peu de texte. Ça peut être du texte qu'on va pouvoir ajouter avec l'app native d'Instagram et qui va faire que c'est comme si c'était un post organique qu'on a fait. Ou ça peut même être une vidéo tournée à l'iPhone. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire le moins possible en termes de post-production pour que notre publicité ne ressemble pas à une publicité. Et donc, avec les ugly ads, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de place pour le beau et pour le fait d'avoir un gros marketing, un marketing très shadé. Au contraire, c'est vraiment des créas qui sont plus minimalistes. Et justement, sur un compte qu'on a géré à la fin de l'année dernière, on a repris la créa chez eux à partir du mois d'août. On a testé énormément de créa. On a testé plein d'axes, plein de messages. On s'est basé sur les messages qui fonctionnaient bien. Et finalement, on n'a jamais réussi à battre leur meilleure publicité, qui était une simple photo des 3 fondateurs dans un garage avec une palette de produits. Donc c'était assez frustrant quand on y pense, mais c'était la meilleure créa. On a essayé d'itérer comme on pouvait cette créa-là, mais on n'a pas réussi à la scaler au-delà de ce qu'elle avait déjà dépensé. Par contre, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a récupéré des visuels qui étaient similaires à cette photo. Et justement, ces visuels-là marchaient aussi. Donc ça montre vraiment que quand on a un format, un axe winner, pas forcément tenter de changer son essence. En fait, on avait trop tenté, je pense, de changer l'essence de ce visuel, même si on récupérait finalement les choses qui ont bien marché, l'histoire des fondateurs, qu'on récupérait le produit en lui-même, les axes qui étaient mentionnés dans la publicité. Malheureusement, l'essence du format ne s'y retrouvait pas. Et c'est vraiment quand on a commencé à réfléchir de cette façon-là qu'on a pu enfin avoir des bonnes performances sur des nouveaux formats qu'on a lancés sur le compte et qui n'étaient pas cette fameuse photo des 3 fondateurs dans un garage avec une palette de produits. Et donc maintenant que je vous ai parlé des ugly ads, quels sont les conseils que je peux vous donner aujourd'hui pour réaliser des bonnes ugly ads en 2025? Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de tendre vers l'imperfection. Donc tout va commencer par la production avec des photos de produits qui sont un peu moins parfaites, un éclairage un peu moyen et une présentation pas très soignée. Évidemment, le but, c'est que le consommateur se rende compte que c'est pas parfait finalement et que la personne qui a fait ce visuel, qui a fait cette créa n'est pas forcément le meilleur marketeur du monde et ça, finalement, ça crée une certaine authenticité et ça rassure le client par avance. Après, évidemment, je sais que les ugly ads ne vont pas forcément fonctionner pour toutes les marques, que toutes les marques vont vouloir le faire, mais en tout cas, premier point, c'est ne pas avoir peur de faire un truc qui est un peu imparfait. Deuxième conseil, c'est d'utiliser les outils natifs des plateformes. Justement, Instagram, TikTok, ils ont des outils natifs pour créer du texte. N'hésitez pas justement à utiliser ces outils natifs pour rajouter du texte sur vos visuels et faire passer finalement votre publicité comme étant un post qui aurait pu être fait avec l'outil de création des réels ou des stories sur Instagram. Et enfin, n'oubliez pas de travailler l'angle de la publicité. Ça, c'est toujours un conseil que je vous donnerai, quel que soit le type de production que vous faites. C'est que, évidemment, tout le temps que vous économisez sur la réalisation de la publicité, donc c'est-à-dire sur le design et la mise en forme, vous allez pouvoir l'utiliser pour trouver un angle accrocheur à votre publicité et bosser à fond votre scroll stopper si c'est une vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la partie ugly ads. Le troisième point au niveau créatif que je voulais simplement évoquer, on a déjà un peu parlé dans la diversité créative, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de créer des assets spécifiques pour chaque segment d'audience. Et ça, Meta l'a bien dit, c'est qu'on peut cibler large sur Meta. Par contre, il faut toujours se dire que une publicité doit adresser un persona et pas plusieurs.
On avait déjà donné l'exemple du collagène. Si vous vendez du collagène, vous savez que le collagène, si vous connaissez ce produit, va adresser différents besoins, des besoins sur les problèmes le fait d'avoir une peau plus lisse, de meilleure qualité, qui paraît plus élastique, et peut également avoir des propriétés sur le fait de réduire les douleurs articulaires, et prévenir le vieillissement des articulations. Et donc, en fonction de à qui vous vous adressez, vous allez utiliser des messages qui sont différents. Si vous vous adressez par exemple à des femmes de plus de 35 ans qui veulent avoir une belle peau élastique avec le moins de rides possible, on va plutôt parler justement de l'élasticité de la peau comme étant un bénéfice du collagène. À l'inverse, si vous vous adressez à un sportif de 40 ans qui fait de la course à pied, qui court des marathons, vous allez lui dire, tiens, si tu prends du collagène, tu risques d'avoir moins de douleurs articulaires et de pouvoir courir plus longtemps et d'être en meilleure santé dans le futur. Okay. J'ai encore 2 petits changements au niveau créatif à vous présenter. Le premier, c'est le whitelisting. Donc, c'est pas forcément un gros changement parce que c'est quelque chose qui a déjà été tout doucement introduit en 2023, qu'on voit de plus en plus. C'est le fait de produire un UGC avec un créateur ou un influenceur. Donc, jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Et de le sponsoriser. Donc, sponsoriser ce contenu avec le nom de la page Facebook ou du compte Instagram de l'influenceur ou du créateur. Donc, évidemment, ce n'est pas le créateur qui paye, c'est vous qui payez pour lui. Donc, vous allez demander les accès à sa page. Vous pouvez également faire une collaboration avec lui directement et en fait, vous allez avoir les 2 pages qui s'affichent dans la publicité. Donc, ça va être par exemple NutriPure avec influenceur XYZ et après on aura la publicité et le sponsorisé. Ou alors ça peut être justement uniquement le nom du créateur avec écrit sponsorisé juste en dessous et là c'est aussi un whitelisting. Ce que vous pouvez également faire en whitelisting, c'est retoucher les audiences du créateur, donc c'est-à-dire que si vous accédez à sa page, il peut également vous donner les accès à ses audiences, donc les personnes qui ont par exemple interagi avec son contenu ou qui ont vu ses vidéos, vous allez pouvoir également les recibler directement avec votre compte pub. C'est un petit conseil avancé que je vous donne mais qui peut faire sens si vous avez une stratégie de whitelisting. Et enfin, le dernier changement créatif qu'on a commencé à observer l'année dernière et qui, à mon avis, dans les prochaines années, va continuer à s'étendre, c'est le volume créatif. C'est qu'on a beaucoup parlé de diversité créative depuis le début de ce podcast, donc c'est très clairement une recommandation de méta. Maintenant, je vous parle de volume créatif. Donc là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans le cas où vous dépensez vraiment beaucoup d'argent. En fait, c'est simplement être en mesure de produire un large volume créatif pour le donner aux algorithmes, parce que finalement, c'est ce qu'ils ont besoin quand vous dépensez beaucoup d'argent, c'est d'avoir beaucoup de créatifs sous la main et de les utiliser le mieux possible entre les audiences qu'il va directement cibler. Et donc, ça implique d'avoir déjà identifié vos meilleurs messages, vos meilleurs formats et en faire plus pour plus de personas et pour plus de verticales de produits. Ça, c'est comme je vous dis, c'est des choses qu'on a commencé à faire pour certains comptes. On ne l'a pas fait sur tous nos comptes parce que tous ne dépensent pas des dizaines et des centaines de milliers d'euros par mois sur Meta. Mais je pense que ça va être une tendance dans les années à venir avec l'intelligence artificielle qui va permettre d'augmenter encore les volumes de production. Et on termine par les meilleurs apprentissages de nos directeurs de compte en 2024. Donc, j'ai demandé à 4 de nos directeurs de compte qui ont au moins 2 ans d'expérience de me donner leurs apprentissages, leurs meilleurs apprentissages sur l'année 2024. Et je vous ai également fait l'exercice pour moi. Et donc, je vais vous donner pour chaque personne les apprentissages qu'on a pu faire. Donc, et je vais commencer par Zoé Subban qui est chez DHS depuis bientôt 3 ans. Elle est arrivée en mars 2022, donc le temps passe vite. Et elle nous a donné 3 conseils, 3 apprentissages qu'elle a pu faire l'année dernière. Le premier, c'est que imaginez que vous avez peu de budget à disposition. Vous avez déjà des campagnes qui sont actives et vous devez lancer un nouveau produit ou un nouveau segment. Est-ce que vous mettez ce nouveau produit ou cette nouvelle audience dans vos campagnes existantes ou est-ce que vous faites une campagne séparée? Eh bien, elle conseille la campagne séparée, donc une campagne Advantage Plus Shopping avec 20% sur la clientèle existante afin d'avoir du retargeting inclus pour ce nouveau segment ou ce nouveau produit et éviter de lancer une deuxième campagne de retargeting à côté ou une autre audience de retargeting. Donc vraiment l'idée c'est de vous dire tiens, je lance un nouveau persona, je lance un nouveau produit, je me fais une campagne séparée. Ça, c'est le premier conseil de Zoé. Deuxième constat qu'elle a pu faire, c'est que les promos Black Friday Month, donc quand on fait une promo sur tout le mois de novembre pour le Black Friday, elles doivent présenter une offre réellement plus attractive que ce que vous proposez le reste de l'année et que, en fait, prendre une offre et juste la brander Black Friday, c'est pas forcément, ça va pas tout faire en fait. Et en fait, on avait ce client qui avait fait cette stratégie-là d'avoir un Black Friday tout le mois de novembre. Malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné parce que sa meilleure offre, il l'a réservée pour la fin du mois et c'est seulement à la fin du mois quand l'intention d'achat est plus forte et quand il avait sa meilleure offre qu'il a réellement performé. Et malheureusement, au début du mois, il n'a pas forcément très bien performé parce que c'était pas sa meilleure offre et finalement, c'est des offres qu'il avait fait déjà durant l'année et ça n'a pas forcément fait beaucoup mieux. Et le troisième apprentissage de Zoé, c'est que mesurer la perf d'une vidéo ne se fait pas seulement au niveau du ROS, mais que pour elle, il faut également regarder son hook rate et son hold rate pour voir si cette vidéo attire l'attention. Est-ce qu'elle attire plus l'attention qu'une autre vidéo du compte, que la vidéo moyenne du compte, pardon, et est-ce qu'elle la retient plus longtemps? Donc ça va être le hold rate. Et donc c'est intéressant vraiment de regarder ces deux métriques-là pour voir si vous avez une vidéo finalement qui est à la fois
capture l'attention, et là, retient plus qu'une vidéo moyenne. Ensuite, on a Alizen qui nous a également donné 3 apprentissages. Donc, le premier, c'est que les améliorations Advantage Plus et les campagnes audience Advantage Plus sont de plus en plus efficaces. Donc, lui, il n'hésite pas à les utiliser de plus en plus sur ses comptes. Donc là, vraiment pas forcément beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que c'est ce que dit Meta depuis un certain nombre d'années. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces options-là et de les systématiser le plus possible sur le compte. Pourtant, il m'a dit n'arrêtez jamais de tester des audiences et donc en particulier avec vos meilleurs créas. Donc imaginez que vous avez un compte qui commence à battre de l'aile, vous avez des moins bonnes performances, vous pourriez relancer une campagne Advantage Plus ou vous pourriez lancer une campagne de vente manuelle avec toute une série d'audiences que vous n'avez jamais testées avant, avec vos meilleurs créas et laisser la magie s'opérer. C'est ce qu'on a pu observer chez un de nos clients qui avait des sérieux problèmes, je pense, c'était au mois de septembre. On n'arrivait pas à avoir des bons coûts d'acquisition et on a réussi en fait à les baisser en testant des nouvelles audiences qui n'ont jamais été testées auparavant. Et enfin, il nous a dit qu'il était de plus en plus dur de piloter sans un tracking server-side GTM. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est de plus en plus quelque chose qui tend à être indispensable sur les comptes qui dépensent de l'argent sur Meta, c'est d'avoir un très bon tracking et également d'avoir une balise New Customer. Donc ça, on vous le conseille également. Si vous faites de l'acquisition à un bon niveau, on vous conseille d'installer une balise achat nouveau client afin de pouvoir optimiser votre campagne avec cet événement-là et demander vraiment à Meta d'aller vous chercher des acheteurs mais qui n'ont jamais acheté sur le site. Et ça, c'est d'autant plus intéressant si vous avez un business de récurrence, parce que quand vous avez un business de récurrence et que vous demandez d'optimiser pour l'achat, Meta va aller vous chercher des achats qui sont faciles et qui sont des achats qui ont déjà été de clients qui ont déjà acheté auparavant sur la boutique. Et on va continuer avec Elisabetta qui a une très bonne expertise en créa, qui nous a donné également 3 apprentissages qu'elle a fait l'année dernière. Donc on a un premier apprentissage sur la structure de compte où elle nous dit que plus la structure de compte elle est simple et mieux c'est. Donc elle recommande 3 campagnes grand maximum, c'est le mieux sans elle. Et justement, c'est quelqu'un qui avait un compte qui avait beaucoup de campagnes actives et qui malheureusement, pour qui on a vu les performances diminuer et on a été obligé de réduire le nombre de campagnes du compte pour pouvoir se focaliser sur les meilleures campagnes et de finalement réduire la phase d'apprentissage en ayant moins de campagnes. Et je pense que c'est pour ça qu'elle nous dit ça. On a le deuxième apprentissage qu'elle nous a donné, c'est que le FGC est le meilleur format sur ses comptes au global. Donc c'est vrai qu'elle a pas mal de comptes pour lesquels les FGC, donc les Founders Generated Content, donc des vidéos qui vont être générées, qui vont être réalisées par un fondateur, beaucoup de comptes qui ont des très bonnes performances avec ce format-là, dont un de nos comptes qui a été scalé grâce littéralement à un FGC qui a fait des dizaines de milliers d'euros de dépenses, donc c'est plutôt pas mal. Et on a un dernier conseil de sa part, c'est que les UGC basiques performent moins bien qu'en 2023, donc je pense que quand elle parle d'UGC basique, c'est les fameux UGC face caméra, où on a une personne qui nous dit à quel point un produit est génial. Comme toute tactique marketing, quand tu l'utilises à outrance, malheureusement, ça finit par moins bien fonctionner. On passe maintenant à David, qui est notre performance manager, qui a le plus d'expérience dans l'agence, qui nous a donné 4 super apprentissages. Le premier, c'est que le ciblage se fait par la créa. Donc lui, il a arrêté, je pense, de raisonner en termes d'audience. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus d'audience par intérêt ou de lookalike, mais il sait très bien que toute la partie ciblage va se faire par le message et par le visuel et de qui on va montrer comme profil sociodémographique et quel problème on va adresser dans notre créa. Le deuxième point, c'est que selon lui, ces clients ne savent pas tous compter. Bon, c'est pas péjoratif, c'est de dire simplement que certains de nos clients n'ont pas forcément bien compris comment calculer leur ROS cible ou leur CAC, et on sait que c'est un exercice qui est pas facile. Donc nous, on a toute une méthodologie qui nous permet de mieux comprendre l'impact de l'augmentation de la diminution du coût d'acquisition sur le budget du client et sur sa rentabilité à la fin. Et justement, nous, on croit beaucoup au fait qu'il ne faut plus seulement piloter les campagnes au ROS ou penser en CPA Facebook, mais plutôt en NCAC ou en MER Blended ou encore en MER New Customer. Donc, ce sont des termes un peu plus avancés que j'ai déjà abordés sur ce podcast. Donc, j'invite vraiment à aller écouter les épisodes que j'ai pu faire à ce niveau. Il y en avait un qu'on a sorti, je pense, au mois de septembre, où je vous parlais justement de ces 3 indicateurs-là et pourquoi, pour nous, ils ont remplacé le ROS. Troisième apprentissage de David l'année dernière, c'est que pour lui, il y a réellement 4 leviers uniquement pour améliorer son CPA et son ROS sur Meta. On va avoir le taux de clic, on va avoir le taux de drop, donc c'est-à-dire la différence entre les personnes qui vont cliquer sur une pub et qui vont ensuite arriver à destination, donc qui vont arriver sur le site, le panier moyen et le taux de conversion. Donc si vous arrivez à influencer positivement ces 4 métriques, vous allez influencer votre performance. J'ai fait une newsletter à ce propos, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de DHS pour découvrir en détail comment améliorer ces 4 leviers. Et enfin, il nous a donné un dernier apprentissage sur les personas. Donc selon lui, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de cibler des comportements et des déclencheurs d'achat qui vont être propres à un persona plutôt que des catégories démographiques. Donc se dire, je vais cibler les personnes qui ont entre 25 et 45 ans et qui sont intéressées par le tennis. Non, on va plutôt avoir une créa qui va s'adresser aux personnes
intéressés par le tennis, qui ont une problématique, je ne sais laquelle, reliée au tennis, et on va l'adresser directement dans notre publicité pour adresser ce persona en particulier. Et je termine par moi aussi mes apprentissages, même si je ne gère pas des comptes, je vois quand même pas mal de choses qui se passent sur les comptes de nos clients et je vais vous donner mes 3 apprentissages à moi. Le premier, c'est la fondation financière. Donc je pense que pour quel que soit le business, quand vous investissez de l'argent sur les plateformes, que ce soit sur Meta ou sur Google, vous devez définir votre fondation financière, donc c'est-à-dire quel est le NCAC blended que vous allez cibler, quel est le pourcentage de nouveaux clients que vous allez faire chaque mois de l'année, combien vous allez ensuite investir en conséquence, quel est votre panier moyen, quel est votre MER, quel est votre MER New Customer. Donc c'est beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'indicateurs liés finalement à la profitabilité de votre business, mais qui vous permettent d'orienter vos investissements et de ne pas claquer l'argent n'importe comment juste en regardant le ROS, parce que malheureusement, le ROS, il est faussé et il faut savoir que l'attribution va booster les performances du compte, notamment grâce au retargeting et la rétention. Donc, il faut vraiment comprendre une chose une bonne fois pour toutes, c'est que le ROS d'un compte, il va toujours être faussé à cause de tout ça. Et en plus, j'ai oublié les biais qui sont liés au tracking et qui peuvent fausser votre ROS. Donc, il vaut mieux vraiment regarder les choses au point de vue global en analysant un MER et un NCAC blended. Deuxième apprentissage, c'est la simplification pour les petits comptes et la structure plus fragmentée pour les gros comptes. Donc moi, je pense que parmi les conseils de Facebook sur le fait de simplifier son compte, oui, ça fait sens quand vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous devez vraiment regrouper dans une seule et même campagne vos audiences et vos créas pour faciliter l'apprentissage et pour le réduire au niveau du temps, parce que moins vous êtes en apprentissage, mieux c'est. Par contre, quand vous dépensez 200 000 euros par mois, est-ce que vous devez forcément avoir une ou deux campagnes ? Pas forcément, on peut avoir des campagnes, cette fois-ci, par persona et par vertical de produit, parce que vous avez le budget qui justifie le fait d'avoir plus de campagnes et vous allez réussir, normalement avec ce budget-là, à sortir de l'apprentissage pour chacune de vos campagnes, du moment où vous n'avez pas non plus 150 campagnes. Je ne dis pas qu'il faut en avoir 150, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir une structure plus fragmentée en différentes campagnes quand vous avez plus de budget à investir. Par contre, à l'inverse, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup de budget, simplifiez votre compte au maximum. Je conseillerais une Advantage Plus Shopping et éventuellement une retargeting ou une campagne de test à côté. Et le dernier point, le dernier apprentissage, c'est la diversité créative, j'en ai déjà parlé, mais au niveau du message. Parce que comme je vous le disais, certains de nos comptes ont vu leur performance s'essouffler à force d'exploiter trop souvent les mêmes axes, même en faisant varier les concepts. Et en fait, comme je vous le disais, parfois, il faut revenir à la planche à dessin et chercher des axes, des concepts, des messages, des angles qui n'ont jamais été testés. Et vraiment, je termine là-dessus parce que c'était vraiment une conviction que j'avais l'année dernière, c'est que si on veut vraiment performer sur Meta, il faut le plus possible itérer et décliner ce qui marche déjà. Aujourd'hui, je pense un peu différemment. Je pense qu'il faut vraiment aller chercher le plus possible des nouveaux concepts, des choses qu'on n'a jamais fait auparavant et qui vont venir attirer l'attention des personnes qui nous ont encore jamais vus ou qui justement nous voient beaucoup, mais qui n'ont jamais répondu à nos publicités, donc autant leur montrer quelque chose de totalement nouveau. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous aidera à bien lancer votre année sur Meta, et moi de mon côté, je me ferai un plaisir de vous commenter les nouveautés, les changements sur la plateforme au cours de l'année, comme j'ai toujours fait. Et bien évidemment, si vous cherchez à vous faire accompagner pour dépenser des montants supérieurs à 1 000 euros par jour sur Meta ou sur Google Ads, contactez-moi directement pour un diagnostic gratuit de votre compte. Et le début de l'année, c'est justement le moment idéal pour diagnostiquer vos campagnes, alors profitez-en. Le diagnostic est totalement gratuit et on vous le remet sous 5 jours après notre appel et vous repartez avec une fiche en 10 points qui vous dit tout ce qui ne va pas bien sur votre compte sur base de cette analyse sur 6 mois. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous simplement sur dhsdigital.eu/audit pour m'en dire plus sur votre entreprise et je vous recontacterai pour un appel. Merci de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.